Madame la Présidente, bonjour et encore toutes nos excuses pour ce retard, la précédente audition ayant duré un peu plus que prévu. Donc nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui en votre qualité de présidente du Haut Conseil pour le climat. Vous exercez depuis 2018 la présidence du Haut Conseil pour le climat qui est, je le rappelle, un organisme indépendant chargé d'émettre des avis et des recommandations sur la mise en œuvre des politiques publiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France. Vous êtes également climatologue et professeur en sciences du changement climatique à l'université d'East Anglia. Vous avez été précédemment auteur du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, et coprésidente du Global Carbon Project. Votre audition doit nous permettre de mieux comprendre la position du Haut Conseil sur le climat, sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique, alors que vous avez publié en novembre 2020 un rapport sur le sujet intitulé « Rénover mieux, leçon d'Europe ». Dans ce rapport, qui fait suite à une saisine du gouvernement, vous insistez sur le retard pris par la France qui apparaît comme ayant les logements les moins performants par rapport à la Suède, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Allemagne, les 4 pays étudiés dans le cadre de votre étude. Vous identifiez les blocages qui expliquent ce retard observé, alors que les politiques mises en œuvre sont, selon vous, inadaptées aux besoins de rénovation profonde au temps long nécessaire à la rénovation et également à la structuration de la filière et que les capacités de financement des ménages apparaissent trop faibles. Plus de 2 ans après la publication du rapport, ce retard est-il, selon vous, toujours aussi conséquent? Dans quelle mesure la loi climat et résilience de 2021 a-t-elle répondu à vos préconisations? Parmi celles qui n'ont pas été encore mises en œuvre, lesquelles vous paraissent les plus importantes? La focalisation des aides sur les rénovations les plus performantes, la suppression du taux de TVA à 5,5 pour transformer les crédits alloués sur les rénovations globales, l'augmentation des contrôles, ou porter à 120 000 € le montant de l'éco-PTZ. Enfin, vous avez insisté tout au long de votre rapport sur la nécessité d'une plus grande planification et d'une visibilité en matière de rénovation énergétique. Pour assurer cette stabilité, la ministre Barbara Pompili, que nous avons auditionnée, a évoqué l'adoption d'une loi de programmation de la rénovation énergétique qui permettrait une planification pluriannuelle. L'adoption d'une telle loi vous semble-t-elle pertinente ou une annexe à la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, serait-elle suffisante? Avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions et pour un propos introductif d'une vingtaine de minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site Internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Je vous invite donc, Madame la Présidente, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous en remercie. Je vous laisse la parole maintenant et ensuite, bien sûr, notre rapporteur vous posera un certain nombre de questions ainsi que l'ensemble de nos collègues présents dans cette salle. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'entendre le Haut Conseil pour le climat aujourd'hui. Comme vous venez de le dire, le Haut Conseil pour le climat est un organisme indépendant qui est inscrit dans la loi énergie-climat de 2019. Il est chargé d'évaluer la stratégie du gouvernement en matière de climat et sa cohérence avec l'accord de Paris. Il met en relief les actions de la France par rapport à celles des autres pays et il émet des avis et des recommandations indépendants et objectifs sur l'action de la France.
Dans le cadre de ces missions, le HCC doit rendre chaque année un rapport sur le respect de la trajectoire de baisse des émissions au regard des budgets carbone de la France. Et c'est dans le cadre de ce rapport où on fait un suivi, bien sûr, des émissions en provenance des bâtiments. Ce rapport doit aussi regarder l'impact socio-économique des actions. Et le gouvernement doit répondre à ce rapport dans les 6 mois. Et c'est ce cycle de rapport-réponse qui se veut un cycle vertueux qui doit servir à rehausser le niveau des actions. C'est dans le cadre de cette évaluation annuelle que nous suivons les évolutions, mais nous avons aussi publié, après une saisine du gouvernement, un rapport de parangonnage sur la rénovation énergétique du bâtiment, où nous avons comparé les actions de la France avec celles de la Suède, de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Déjà, premièrement, le dernier constat sur les émissions dans le secteur du bâtiment. Donc, le secteur du bâtiment est responsable de 18% des émissions en France, les émissions directes provenant des bâtiments. Donc, c'est un des grands secteurs émetteurs après les transports, mais en même temps au même niveau à peu près que l'agriculture et l'industrie. Avec le chauffage qui est le poste qui génère le plus d'émissions, donc les chaudières fuel et au gaz. Les demandes en énergie pour se chauffer sont d'autant plus importantes que les bâtiments sont mal isolés et donc qu'on peut avoir potentiellement des pertes d'énergie qui pourraient être évitées. De plus, quand on tient compte, bien sûr, des émissions qui sont associées à l'électricité et au réseau de chaleur, la part des bâtiments s'élève à environ 28%, donc soit un peu plus d'un quart des émissions. Ce secteur peut et donc doit arriver à pratiquement 0 émission pour atteindre la neutralité carbone au niveau de la France en 2050 et répondre justement au changement climatique. Tant qu'on n'a pas atteint la neutralité carbone au niveau global, le réchauffement de la planète va continuer. Donc, c'est vraiment un objectif très important pour la France, au niveau mondial, mais aussi pour le secteur du bâtiment. Et le secteur du bâtiment peut arriver à cette neutralité carbone, ou en tout cas pratiquement, avec une rénovation thermique globale de l'ensemble du parc, autant que possible, une efficacité, des augmentations de l'efficacité énergétique et un chauffage bas carbone, soit pompe de chaleur électrique ou réseau de chaleur bas carbone. On ne pourrait pas dire, on pourrait simplement substituer le chauffage au gaz et fuel par un chauffage bas carbone. Ce n'est pas possible car la demande supplémentaire du coût sur le réseau électrique serait trop forte vu l'expansion de la demande anticipée des autres secteurs, en particulier le transport et l'industrie. Et donc, améliorer la performance énergétique des logements, c'est essentiel. Et ça comporte aussi plusieurs co-bénéfices, dont la réduction de la facture énergétique, l'amélioration du confort thermique et la réduction des externalités liées à l'énergie. La rénovation énergétique est aussi un gisier d'emploi très important. Et c'est donc pour ça, pour justement arriver à la neutralité carbone le plus vite possible dans le secteur du bâtiment, ou en tout cas très près, qu'il nous faut en France une planification à long terme où on va rehausser les efforts, les actions qui sont mises en place à l'heure actuelle et on va les maintenir sur le long terme jusqu'à cette atteinte de la neutralité carbone. Les tendances actuelles observées ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs de réduction qui sont inscrits dans la stratégie nationale bas carbone. Déjà, avant de vous donner quelques chiffres, je veux dire que ce secteur du bâtiment, c'est un des 3 secteurs émetteurs qui voient leur tendance diminuer. Donc, il y a des efforts qui sont déjà mis en place et qui payent déjà à l'heure actuelle. Donc, ils voient leur tendance diminuer de manière structurelle depuis plus d'une décennie avec le secteur de l'énergie et de l'industrie. Et on dit de manière structurelle parce que on a déjà la RE 2020
qui donne les critères sur le neuf. On a eu des financements nouveaux, en particulier au sein du plan de relance de la COVID-19 qui a augmenté le niveau des financements. Et on a, pour donner un autre exemple, cet observatoire de la rénovation énergétique qui amène des informations qui permet de guider en plus des instruments qui sont déjà en place. Donc, c'est vraiment une baisse structurelle. Le problème qu'on a, c'est que cette baisse, elle n'est pas au bon niveau. Et c'est ce qu'on voit au sein de plusieurs actions en France et aussi ailleurs, c'est qu'on est sur une tendance à la baisse, mais cette tendance à la baisse, elle est trop faible. Les émissions, pour vous donner quelques chiffres, donc on parle d'un secteur de 75 millions de tonnes de CO2. Donc, ces émissions ont diminué de 1,9 million de tonnes par année sur la période du premier budget carbone, donc 2015-2018. Une diminution qui a été ralentie sur les 2 dernières années avec les mesures du COVID-19 et le rehaussement du télétravail en particulier. Mais cette baisse annuelle, elle devrait dépasser entre les 3 et 4, donc voire doubler cette baisse en émissions visée par la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone sur la période 2022-2030. Et en plus, avec l'augmentation de l'objectif 2030 au niveau européen, on doit effectivement surpasser ces objectifs qui sont actuellement dans la loi, et on n'y est pas. Le rythme de baisse, il est trop faible. Le premier budget carbone a été dépassé et du coup, on a ce besoin d'augmentation du rythme de baisse des émissions. Comme l'a confirmé le bilan de l'Observatoire de la rénovation énergétique que vous avez entendu dans cette commission, le nombre d'opérations de rénovation a, lui, fortement augmenté depuis 2016 avec les données disponibles. Mais du coup, les dispositifs de subvention et de financement actuels encouragent en fait peu les rénovations globales profondes qui permettent de faire des gains. En fait, les gains sont faits au niveau du chauffage bas carbone, de la rénovation de l'enveloppe avant les rénovations par geste. Et ce, malgré les évolutions des dispositifs qui sont plus récents. Par exemple, selon les données de l'ANA, de l'Agence nationale de l'habitation, les rénovations globales ne représenteraient que de 0,1 % des travaux financés par le dispositif MaPrimeRénov'. Et de la même façon, le ciblage des autres aides encourage davantage les rénovations partielles avec des gains énergétiques qui sont limités, contrairement à l'objectif de vraiment s'ancrer sur une trajectoire de massification de la rénovation énergétique complète performante. Et là, on parle de beaucoup d'instruments qui, justement, encouragent ces gestes. Vous avez parlé de la TVA à taux réduit de 5,5 %, de l'éco-prêt à taux accessible sans condition et les dispositions du CEE, certaines dispositions ponctuelles. Les travaux, du coup, qui sont financés pour l'essentiel finance des travaux immédiats qui ne permettent pas d'atteindre cette performance globale satisfaisante. La réglementation environnementale du bâtiment neuf, la RE 2020, elle structure les stratégies des acteurs de la construction. Donc, c'est une avancée vraiment positive. Mais il faut déjà qu'elle s'adapte à la révision de la directive européenne sur la performance énergétique du bâtiment, notamment la révision de la directive qui imposera une exigence de construction neuve à émissions nulles d'ici à 2030, voire avant. Le Haut Conseil pour le climat a fait plusieurs recommandations pour améliorer la situation. Et ces recommandations visent, en gros, à essayer de vraiment développer cette trajectoire de massification. Et la première, vous allez, comme vous vous en doutez, c'est de réorienter la rénovation des bâtiments vers des parcours de rénovation globale performante. Donc, de pousser tous les instruments, encourager avec tous les instruments dont on dispose, ces rénovations globales performantes. Donc, de mettre en cohérence et unifier les dispositifs d'aide pour faciliter et accroître l'ambition avec une trajectoire claire, avec des objectifs intermédiaires, non seulement sur le nombre de rénovations, mais sur la qualité attendue de ces rénovations.
de réorienter les dispositifs vers ceux qui maximisent les économies d'énergie et de planifier les parcours de rénovation dans la durée, par exemple avec l'aide de maîtres d'ouvrage et des feuilles de suivi, des feuilles de route pour les bâtiments. Deuxièmement, de renforcer l'accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique, donc d'organiser le subventionnement des rénovations globales profondes, soit en visant un reste à charge nul pour les ménages les plus précaires, ou avec des dispositifs d'accompagnement, par exemple avec l'aide de prêts ou de parcours de rénovation pour les autres ménages. Le conditionnement des aides publiques à l'exigence de résultats, très important, je vous ai parlé du parangonnage, c'est un des éléments de l'approche allemande qui fonctionne bien. Donc, réaliser, par exemple, une évaluation tous les ans de l'efficacité des dispositifs d'aide avec une estimation des réductions attendues et conditionner les dispositifs d'aide à l'exigence de résultats. Donc, aller effectivement évaluer de manière ponctuelle pour être pratique, mais aller évaluer les rénovations qui sont faites. Il s'agit là vraiment de passer de remboursement de factures, ce qui se fait en grande partie en ce moment, au financement de la performance et à la maîtrise de l'ouvrage. Donc, pour faire en sorte que l'argent public soit égal à des rénovations qui sont vraiment performantes. Autre point, il faut justement pour massifier cette rénovation et la maintenir sur la durée, il faut renforcer la formation des professionnels de la filière. Donc là, il s'agit de faire un travail pour renforcer la structuration de la filière avec la mise en place de formations, la montée en compétences des professionnels du bâtiment, mais il s'agit aussi de développer une programmation pluriannuelle des financements publics. Et là, ça va au-delà du secteur du bâtiment, mais ça touche beaucoup le secteur du bâtiment qui est au centre des financements publics. Donc, une programmation pluriannuelle des financements publics qui s'intègre dans le cadre budgétaire de l'État et en chiffrant les coûts des orientations de la stratégie nationale bas carbone, dont le parcours du bâtiment. Autre élément, mettre en œuvre et consolider la RE 2020. Donc, elle devra évoluer, comme je l'ai dit, vers ces émissions nulles. Et il faut aussi, déjà, dès maintenant, anticiper les dispositifs de l'adaptation au changement climatique qui sont inscrits dans la RE 2020 et qui vont devoir justement se mettre en œuvre. Dernier point, accroître fortement le potentiel des réseaux de chaleur. C'est ce qui fait en sorte qu'en particulier en Suède, on a avancé de manière très profonde au niveau de la rénovation énergétique du bâtiment. C'est en partie à cause du développement des réseaux de chaleur et c'est aussi ce qui se fait de manière très efficace aux Pays-Bas où ils ont des feuilles de route régionales pour encourager justement les réseaux de chaleur. Donc, je vais m'arrêter ici pour l'instant et je vais continuer au niveau des questions si vous le voulez bien. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je laisse la parole à notre rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente du Haut Conseil pour le climat pour votre exposé. J'avais plusieurs questions. Peut-être déjà, c'est vrai que vous avez abordé sur les questions relatives aux exemples étrangers, que ce soit la Suède, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas. Peut-être revenir sur vous avez parlé de l'exemple de l'Allemagne, où pour bénéficier d'aides publiques, il était nécessaire de recourir à un expert en énergie certifié. Je trouve que ça peut être intéressant, en tout cas ça fait partie des questions qu'on se pose, notamment pour aller sur de la rénovation globale et avoir la visibilité, en tout cas, avant d'engager des travaux. Quand on a auditionné Emmanuelle Wargon, elle nous disait que c'était difficilement transposable en France et qu'en tout cas, on arrivait à un blocage du système. Donc, je voulais voir un petit peu votre avis sur cette question. Sur les Pays-Bas, il y avait la question aussi sur la dimension locale, qui est aussi quelque chose qui nous intéresse, sur comment on peut mettre la politique de rénovation thermique en lien avec les collectivités, les élus et au plus près des territoires. Donc de la même manière, peut-être sur à la fois l'exemple des Pays-Bas et puis ce que vous voyez sur ce qui se passe, sur ce qui passe en France. Sur la question de la Suède, il y avait la question du rapprochement, en tout cas, et du lien avec les ministères sociaux.
C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure avec le ministre de Normandie sur le lien entre les différents ministères, ministère de l'écologie, ministère du logement, mais c'est vrai que la question sociale est aussi particulièrement importante. Ensuite, sur la suite du rapport, vous avez parlé de la création de l'Observatoire de la rénovation énergétique. Donc ça fait 2 ans qu'il est créé. On les a évidemment auditionnés, mais je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensiez justement, maintenant qu'il est en fonctionnement, sachant que c'était quelque chose sur lequel vous aviez souhaité. Et je pense que c'est un vrai besoin d'avoir cette analyse, d'avoir peut-être votre retour. Vous préconisez aussi, toujours dans la même orientation, d'aller plutôt sur la rénovation globale, de supprimer d'ici 3 ans les aides aux gestes individuels, notamment dans ma prime Rénov'. C'est vrai que les différents ministres qu'on a pu auditionner, on a eu des retours très, très différents, mais Julien de Normandie tout à l'heure nous a encore dit que lui pensait que de conserver en tout cas les gestes uniques était important parce que c'était, il le présentait comme ça, c'était un premier pas en tout cas qui permettait d'aller vers ensuite peut-être une rénovation plus importante. Derrière tout ça, c'est peut-être ce qui manque vraiment, c'est justement cet accompagnement et cette vision globale de la rénovation et puis ensuite qui peut se faire pas à pas. Et puis peut-être un point aussi sur le nouveau DPE et donc qui vient d'être mis en œuvre. Vous avez plutôt critiqué son manque de fiabilité et donc voilà, maintenant que ça fait à peu près 7-8 mois, 9 mois qu'il est en place, quel est votre vue, votre constat par rapport à ce nouveau DPE? Et puis peut-être pour terminer sur les propositions qui avaient été initiées et formulées par la Convention citoyenne. C'est vrai qu'il y avait un certain nombre de propositions qui n'ont pas été forcément toutes retenues, certaines l'ont été. Peut-être avoir, s'il y avait des propositions qui pour vous paraissaient essentielles, en tout cas qui auraient pu être ou qui auraient dû être retenues. Et puis peut-être un petit mot, et après je m'arrête, sur les déclarations, en tout cas, d'Esther Duflo, dans sa dernière leçon là, au Collège de France, où c'est vrai qu'elle émettait plutôt des doutes, notamment en raison de son coût, et selon elle, des effets limités justement de la rénovation thermique telle qu'elle était appliquée, et que c'était peut-être plus en agissant sur... Là, pour le coup, sur des gestes, enfin, sur le fonctionnement des habitants et notamment plutôt avec des compteurs d'énergie, etc., qu'on pouvait agir beaucoup plus que réellement en mettant de l'argent sur la rénovation thermique. Alors, on a prévu effectivement d'éditionner Esther Duflo, mais savoir un petit peu votre avis aussi sur ces déclarations. Merci. Merci beaucoup pour ce balayage. Donc, pour commencer avec l'exemple de l'Allemagne. Donc, l'Allemagne ont beaucoup utilisé ce qu'ils appellent une ingénierie financière pour encourager les aides aux rénovations profondes. Donc, plus on fait de rénovation, plus la rénovation tend vers le niveau profond, plus les aides sont importantes. Et au niveau de la transposition de cet effort en France, donc déjà, il y a eu un travail qui a été fait avec les opérateurs de rénovation au niveau de l'Allemagne et avec les banques en Allemagne pour développer justement ces systèmes d'aide. Le souci que la ministre, d'ailleurs, elle nous avait communiqué avec nous son souci, c'est qu'en France, on a des opérateurs qui sont beaucoup plus petits, on a une distribution d'opérateurs, alors qu'en Allemagne, c'est beaucoup plus centralisé. Donc, ça a permis à l'Allemagne d'être plus, quelque part, mieux organisée au niveau de justement ce développement avec les banques. Mais ça n'empêche pas de justement travailler vers un parcours de financement de la rénovation. Donc, il faut reconnaître, le point important ici, c'est de reconnaître que les rénovations énergétiques du bâtiment coûtent cher, qu'il faut trouver le financement pour la rénovation, que de faire des aides qui vont financer qu'une partie de la rénovation, souvent, ce n'est pas très utile, ça fait peur aux gens parce que le reste à charge est assez élevé. Donc, pour le gouvernement, de regarder comment faire pour avoir un soutien qui couvre l'ensemble de la rénovation, des coûts de la rénovation,
soit à l'aide de subventions, mais aussi soit à l'aide de prêts organisés avec l'aide du gouvernement, mais peut-être directement entre les usagers et les banques. Donc, c'est vraiment au niveau de cette ingénierie financière que l'Allemagne a réussi à avancer très bien à ce niveau-là. Ils ont aussi deux éléments importants. Un, c'est que leurs rénovations sont toujours accompagnées de maîtres de rénovation, donc des architectes qui suivent justement les rénovations du bâtiment dans leur ensemble, et ils font aussi des vérifications des travaux. Donc, ils paient pour les travaux une fois achevés, ils vont faire des rénovations et ils vont faire des vérifications à la fin. Donc, tout ça a permis vraiment d'aller plus loin au niveau allemand sur ce point en particulier. Au niveau des Pays-Bas, ils ont développé une approche en feuille de route à deux niveaux. Le premier, c'est sur le bâtiment public qui a aidé justement à développer la filière parce que quand on a justement une feuille de route claire au niveau du bâtiment public, ça aide à renforcer les filières et à donner une perspective dans le temps. Ils ont aussi fait des feuilles de route au niveau régional, en particulier pour déterminer le zonage, pour déterminer où est-ce qu'on peut mettre en place, développer des réseaux de chaleur et où est-ce qu'on doit passer en fait au niveau de pompe à chaleur dans les bâtiments. Et ça a permis d'engager les acteurs régionaux et d'avoir une approche qui est plus coordonnée au niveau de l'évolution dans le temps. J'ai moins à dire au niveau de la coordination entre les différents ministères sur la Suède. Par contre, ce qui est intéressant en Suède, c'est que la Suède, c'est le seul pays parmi ceux qu'on a regardés où les bâtiments sont pratiquement entièrement décarbonés. Donc, ils ont atteint déjà le niveau où on voudrait nous être. Et ils ont fait ça par justement ces trois leviers-là, donc efficacité énergétique, rénovation et chauffage bas carbone, un mélange entre pompe chaleur et réseau de chaleur. Ils ont fait ces développements, ils ont commencé dans les années 70, donc ça a pris plusieurs décennies, commencé avec une réglementation sur le neuf assez stricte et ils ont, au fil des années, atteint justement maintenant ce statut bas carbone souhaitable. Et ça a été, du coup, le résultat d'une politique coordonnée sur plusieurs décennies qui a permis justement d'atteindre ce niveau. Et en France, on a une politique beaucoup plus jeune, mais elle doit justement se coordonner et elle doit donner une visibilité d'ensemble au secteur pour justement développer. Ça sera sur plusieurs décennies. Ça va se faire, en fait, cette décennie, ça doit être vraiment la décennie qui remonte le niveau des rénovations et ensuite, ça va prendre une vingtaine d'années à pouvoir faire l'ensemble du parc. La création de l'observatoire. Je voulais juste vous couper sur l'exemple de la Suède, là, sur ce que vous disiez, sur le fait que bon, ils ont des résultats qui sont très bons. Enfin, en tout cas, mais ils ont agi sur deux niveaux, là, sur le chauffage, et donc réseau de chaleur et puis pompe à chaleur, et puis sur la rénovation thermique. On se pose souvent la question en France de se dire par quoi il faut commencer. Enfin, en tout cas, souvent des critiques pour dire on commence à changer des chaudières alors qu'on n'a pas fait... On n'a pas fait la rénovation thermique, mais d'un autre côté, on fait de la rénovation thermique qui est pas complète. Donc voilà, donc on se pose toujours cette question de voilà, par quoi faut commencer et par quoi faudrait aller. Je ne sais pas si vous avez peut-être plus de précisions sur comment en fait le processus s'est mis en place en Suède. Non, au niveau de la Suède, non, j'ai pas plus de précision. Mais clairement, on a besoin de faire les deux, la rénovation thermique et le chauffage bas carbone, que les deux doivent se développer en parallèle, que dans la stratégie nationale bas carbone du gouvernement, on a une trajectoire en parallèle pour les deux. Et donc, il ne s'agit pas de faire un ou l'autre, en fait. Vraiment, la stratégie, elle doit inclure les deux, mais je n'ai pas d'informations par rapport à la Suède elle-même. Concernant la création de l'observatoire, donc oui, c'était vraiment une excellente nouvelle d'avoir cet observatoire. Là, je ne peux pas vous dire grand-chose par rapport
aux résultats, en fait, parce qu'ils ont soumis un rapport, je pense que c'était en juillet dernier. Nous, on est entre deux rapports du Haut Conseil pour le climat. On a soumis le nôtre en juin et on prépare celui le prochain. Donc, on n'a pas encore regardé les données de l'Observatoire, mais on voit bien que sur un défi tel que la rénovation de l'ensemble du parc du bâtiment, cet observatoire est absolument crucial, qu'il doit pouvoir apporter des données de suivi très fines. Il doit pouvoir faire, pas les vérifications par bâtiment, bien sûr, mais être capable de dire si dans l'ensemble, le parc du bâtiment répond aux attentes de devenir de manière plus efficace, de manière structurée. Donc, il doit permettre de faire un suivi, en fait, de l'ensemble du parc du bâtiment. Donc, en ce qui concerne les gestes individuels, donc dans les rapports du Haut Conseil pour le climat, on a surtout préconisé les gestes, la rénovation globale performante. Maintenant, il faut que les actions qui sont mises en place, il faut qu'elles soient pratiques. Il ne faut pas non plus viser un ensemble de gestes qui soit parfait, mais il faut vraiment pousser les instruments actuels le plus possible pour que les dépenses se fassent vers ces rénovations le plus globales possible, le plus performantes possible, le plus profondes possible. Et que les obstacles qui sont à l'heure actuelle, que l'on voit à l'heure actuelle, c'est vraiment le coût des rénovations, c'est vraiment la disponibilité des travaux de rénovation et que de développer les instruments actuels pour encourager les travaux globaux pourrait permettre justement de remonter le niveau d'efficacité du parc. Maintenant, dans quel ordre est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'on doit faire toutes les rénovations de manière parfaite tout de suite? Non. On peut faire aussi des feuilles de route pour la planification des rénovations globales. Donc le problème qui existe, en fait, le danger, le risque, c'est qu'une personne rénove, par exemple, les fenêtres de leur bâtiment et ensuite, il s'arrête en se disant, bon, mais là, j'ai dépensé mes sous et puis j'ai fait ma part. Et en fait, il faut que les personnes se rendent compte qu'il y a tout un travail à faire, il y a toute une route à prendre et que si on fait des gestes qui sont individuels et uniques, que ces gestes soient mis dans une trajectoire où on prévoit justement la rénovation des bâtiments jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau plus performant. On ne va pas arriver, bien sûr, à une rénovation globale de l'ensemble des bâtiments qui existent parfaite jusqu'à d'ici 2050, mais si on peut, avec une combinaison incitatifs qui vont le plus possible vers cette rénovation globale, avec en parallèle une décarbonation de la chaleur, un chauffage bas carbone, on peut effectivement arriver à une neutralité carbone dans le secteur du bâtiment de manière dans les temps, quoi. Donc, ces feuilles de route, du coup, deviennent très importantes. La planification du financement pour effectivement payer les factures ou donner aux personnes, aux ménages, les options pour payer les factures deviennent très importantes. Donc, sur le DPE, encore là une fois, on est entre deux rapports, donc je ne peux pas trop vous dire d'éléments par rapport à sa performance jusqu'à présent. La difficulté que l'on a soulevée avec le DPE actuel, c'est qu'on voit mal comment le relier avec les objectifs qui sont dans la stratégie nationale bas carbone. Donc, cette stratégie, elle est maintenant en cours de révision, donc ça sera du coup, avec une combinaison du DPE actuel, j'imagine, et de la stratégie nationale bas carbone, de pouvoir dire quels objectifs on doit atteindre avec quel nombre de bâtiments. Dans les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, là, je n'ai pas non plus beaucoup d'éléments à vous apporter. Je veux juste noter que dans le secteur du bâtiment, comme dans bien d'autres secteurs, on sous-estime en fait les mesures de sobriété et ça m'amène aussi à votre dernière question. Donc, est-ce qu'on peut, avec des mesures de sobriété, réduire l'utilisation d'énergie
dans le bâtiment, oui, bien sûr. Il y a des mesures de sobriété dans le parc actuel, donc beaucoup en termes d'efficacité, de réduction de l'utilisation de chauffage, par exemple, dans les pièces qui ne sont pas utilisées, par exemple, en particulier, ou sur les plages horaires où on a moins besoin de chauffage. Et tout ça, ça peut se faire de manière structurelle. Il ne s'agit pas simplement de dire aux gens de baisser la température, mais il s'agit d'avoir des guides directeurs, d'avoir du zonage dans les buildings, etc. Par contre, on peut pas miser complètement sur les mesures de sobriété, bien sûr que non, parce qu'à la fin, on aura quand même un besoin de chauffage et que si les bâtiments perdent leur énergie, on aura un problème tout simplement énergétique global. Donc, ces rénovations énergétiques, elles sont essentielles. C'est une des actions en réponse au réchauffement climatique qui coûte le plus cher et c'est pour ça que la planification de ces actions et leur financement dans le temps sont si importants. Merci, Madame la Présidente. Alors, je laisse la parole à Marta Tsidrack. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Madame Lequéré. Moi, je souhaitais en fait revenir sur un certain nombre de vos propos. Quand on réfléchit au bâtiment, autant on a je dirais des normes, des indicateurs lorsqu'il s'agit de concevoir un bâtiment neuf. Aujourd'hui, avec la loi AGEC, on a même des diagnostics pour faire lorsque le bâtiment arrive en fin de vie et devient un déchet. Donc, on peut diagnostiquer les matériaux qui le composent pour pouvoir le réutiliser. Là, on s'intéresse en réalité à sa vie. Donc entre le moment où il est né et le moment où il décède, si je peux me l'exprimer comme ça. Donc j'ai presque envie de dire, et j'ai cru comprendre qu'à travers vos différents propos, finalement, effectivement, c'est un sujet sur lequel vous vous interrogez, la pathologie en fait, c'est-à-dire quelle est la pathologie du bâtiment, c'est-à-dire quelle solution pour quel éventuel diagnostic. Alors du coup, très naïvement, je me posais la question, de la même manière que nous avons à aller voir le médecin de temps en temps pour voir si tout va bien et quels soins adapter plutôt que d'attendre d'être très très malade et à ce moment-là le process devient très lourd. Ne devrions-nous pas avoir une réflexion de ce type-là aujourd'hui dans nos politiques publiques et pourquoi pas imaginer une espèce de check-up adapté, donc un diagnostic périodique sur notre patrimoine immobilier qui permettrait de dire, voilà, dans ce cas de figure, l'intervention pourrait être plus légère et donc on met en place ce qu'il faut en face pour pouvoir y remédier. Dans tel autre cas de figure, parce que on a des patrimoines datant d'époques différentes avec des méthodes de construction différentes. Et or, cette approche-là, on le voit à travers les parangonnages ici et là, ça émerge. En revanche, en France, on n'a pas encore cette approche-là. D'autant plus que lorsque vous parliez des petits gestes de nos concitoyens, lorsqu'ils ont envie d'aller vers une rénovation, parfois ils sont un peu démunis parce qu'ils ne sont pas spécialistes, ils ne sont pas experts, ils ne savent pas ce qui est le mieux. Je prends pour exemple typiquement la ventilation. On sait que si on veut avoir un chauffage efficace, il faut aussi qu'on s'interroge sur la qualité de la ventilation de nos logements, par exemple. Mais il y a plein de choses de ce type-là. Donc, quid d'un check-up adapté, périodique adapté à nos bâtiments? Je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Merci. Merci. Aussi, si votre question est claire. Par contre, on n'a pas trop réfléchi sur la question, donc bon, je peux juste vous donner mon appréciation personnelle par rapport à ce que je connais du bâtiment. Oui, pourquoi pas. Oui, effectivement, un des problèmes que l'on a, c'est qu'on connaît mal le bâtiment et c'est pour ça que l'Observatoire énergétique du bâtiment est si important pour pouvoir apprendre des expériences déjà connues, vécues et pouvoir échanger sur ces expériences. Par rapport à les réflexions sur les diagnostics,
Donc, les éléments informationnels par rapport aux rénovations énergétiques du bâtiment sont très, très importantes, justement pour guider les ménages au travers de ces rénovations. C'est un sujet technique, c'est un sujet vraiment très complexe qui implique non seulement la connaissance du bâtiment, mais aussi le financement qui va derrière. Donc, c'est important d'avoir justement des maîtres d'ouvrage, des feuilles de route au niveau du bâtiment pour pouvoir aider les ménages dans cette démarche. Il y a aussi les besoins de formation dont j'ai parlé au tout début. Donc, formation au niveau de la filière elle-même, une formation sur qu'est-ce que ça veut dire de faire une rénovation énergétique performante, comment est-ce qu'on fait au niveau de la ventilation, point très important que vous avez apporté, comment est-ce qu'on fait au niveau du confort d'été. Et aussi les éléments de chauffage bas carbone qui vont dans cette qui entrent dans ce besoin de connaissances et de formation de la filière. Donc, on a besoin que le gouvernement appuie la filière vers cette formation des maîtres d'ouvrage dans le secteur du bâtiment. Il y avait Franck Montaugé. Et après Jean-Jacques Michaud. Merci Madame la Présidente. Merci Madame Quéré pour votre présentation, vos explications. Vous avez évoqué dans votre propos la nécessité des programmations pluriannuelles de financement public pour la rénovation énergétique. La question se pose, me semble-t-il, aussi pour les investissements privés et les organismes financiers prêteurs. Est-ce que le Haut Conseil pour le climat fait-il des préconisations ou des recommandations sur la dimension économique et financière du problème de la rénovation énergétique? Je pense en particulier au prix du carbone, au niveau du prix du carbone, à sa valorisation et également aux taux d'actualisation qui sont utilisés dans les modèles de décision économiques et financiers dont font partie les prêts ou les emprunts qui concourent au financement des travaux de rénovation énergétique. Voilà, petite parenthèse, sans faire le sachant, les taux d'actualisation permettent de donner plus ou moins de poids au futur ou au présent, dans les décisions à prendre aujourd'hui, comme celle d'investir pour de la rénovation énergétique, dont le temps de retour, finalement, sur investissement va s'apprécier sur 20, 30, 40, 50 ans ou plus. Voilà, donc ces deux points-là, ils sont assez fondamentaux, justement, en se plaçant du point de vue des investisseurs susceptibles donc, de s'engager dans des opérations lourdes et sur la durée de financement de la rénovation énergétique. Merci pour votre réponse, Madame. Merci pour la question. Effectivement, donc, il y a une programmation des financements publics à prévoir, mais il y a aussi les financements privés à prévoir en parallèle. Donc, c'est pour ça que ces instruments sont si importants et la planification du financement est si important. Donc, on n'a pas regardé au Conseil pour le climat en détail les hypothèses qui vont derrière justement ces dimensions financières. Par contre, on voit bien que le prix du carbone, donc le gel de la taxe carbone en particulier, a vraiment eu une importance par rapport aux incitatifs économiques qui étaient sous-jacents à la mise en place de la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone. C'est-à-dire que quand le gouvernement a fait sa stratégie, ils avaient une augmentation du prix du carbone qui, en fait, n'a pas eu lieu. Et donc, sauf pour la dernière année avec la crise énergétique. Et donc, ça a probablement joué contre cette trajectoire-là actuelle. Ce qui va sûrement se passer là, ou en tout cas ce qui est en train de se passer, c'est qu'au niveau européen, donc on a ce nouvel objectif européen et une partie du secteur du bâtiment va passer probablement sur le développement d'un deuxième, c'est que donc j'ai oublié l'acronyme, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, merci. Le système d'échange de quotas. Donc, à l'heure actuelle, il y a un système d'échange de quotas qui touche l'industrie et l'énergie et il y en a un deuxième qui est en cours de discussion qui couvrirait une partie du secteur du bâtiment et du transport. Et donc, ce mécanisme va effectivement remplacer le rôle que le prix du carbone, que la taxe carbone avait en France.
Et donc, il va venir appuyer, si on pense simplement au niveau des émissions, il va venir appuyer les actions dans ce domaine en France. Par contre, c'est que ça prend plusieurs années à se mettre en place et donc ça ne va pas aider du coup dans l'immédiat ou en tout cas très peu et ça ne dispense pas de travailler sur les autres instruments qui effectivement mettent un prix du carbone, mais un prix du carbone indirect du coup quand on parle de réglementation en particulier. Oui, merci Madame la Présidente. Vous avez répondu en partie à la question que je voulais vous poser en répondant à ma voisine, parce que je pense que la question de la formation est extrêmement importante. Les artisans sont souvent des prescripteurs pour les propriétaires. Et, par contre, moi, ce que je rencontre sont souvent un peu critique par rapport à la certification RGE. Donc, est-ce qu'il faudrait faire évoluer cette certification ou comment engager la profession dans une réelle mission de conseil pour les propriétaires ? Je n'ai pas d'éléments à vous apporter par rapport à ça. On n'a pas regardé en détail, mais on voit bien qu'il y a, du coup, je ne peux que répéter en fait ce que j'ai dit, que là, on a vraiment besoin d'aller vérifier à la fin qu'il y a les résultats escomptés. C'est aussi une demande qui nous est faite des artisans eux-mêmes pour justement empêcher ce problème ou ce doute qu'il y a des abus à certains endroits et de mettre en place justement un système de vérification peut justement appuyer les artisans qui font du bon travail, ce qui est la majorité des artisans, effectivement. Amel Guéquer. Merci Madame la Présidente. Madame Le Cacq, j'aimerais en fait évoquer le sujet pour ma part essentiel de la gouvernance. Je ne sais pas si vous avez pu travailler ou en tout cas nous faire des préconisations sur le sujet. Vous avez mentionné la nécessité d'une meilleure coordination des acteurs, des dispositifs dans le cadre de ces politiques publiques. Et on le voit aujourd'hui, la complexité dans la conduite de ces politiques explique certaines des difficultés que vous avez mentionnées également tout à l'heure, notamment l'accompagnement insuffisant des ménages, le manque d'évaluation de certains dispositifs et puis de cette politique dans sa globalité. Est-ce que, donc, je le disais, vous avez aujourd'hui des préconisations. Quel est, selon vous, le meilleur échelon pour conduire efficacement cette politique ? Tout le monde s'accorde pour dire que les territoires sont aujourd'hui agiles, résilients dans la conduite des changements, notamment pour accompagner les changements climatiques. Mais faut-il une gouvernance territoriale plus renforcée ? Je vous remercie. Merci. Le sujet de la répartition de l'effort entre le national et le territorial et voire le local, c'est un point très, très important. Du coup, le niveau national est absolument essentiel pour mettre en place, déterminer les trajectoires et les objectifs. Et par contre, cette trajectoire nationale, elle doit en fait être suivie d'objectifs régionaux qui sont mis en place avec habituellement quelques années de retard. Il y a des leviers au niveau national, en particulier toutes les aides dont on vient de parler, mais il y a aussi des leviers au niveau territorial et régional qui sont mis en œuvre de manière très, très disparate dans les différentes régions. Donc, il y a des régions qui sont mieux organisées, plus en avance, qui ont effectivement des observatoires en tout cas de suivi des émissions. Et il y en a d'autres, pas du tout. Donc, il y a un travail à faire là. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas répondre directement à votre question sur quelle est la meilleure répartition, en fait, entre le niveau national et le niveau territorial, mais simplement pour dire qu'il y a des financements au niveau territorial qui pourraient être mieux mobilisés pour aller accompagner les acteurs régionaux, locaux, pour aller plus vite au niveau régional et qu'on manque de coordination nationale territoriale par rapport à ça. Dans le cadre de la loi climat-résilience,
le Haut Conseil doit faire un rapport justement sur la gouvernance nationale régionale, du coup, en 2024. Donc, on va se pencher sur ce sujet, mais pas à l'heure actuelle. Merci, Madame la Présidente. Y a-t-il d'autres questions de la part de nos collègues, Monsieur le rapporteur? Un petit complément sur savoir si vous avez travaillé sur la question des matériaux biosourcés, que ce soit le bois évidemment, mais chanvre, paille, etc. Et notamment sur le biais du carbone, parce que c'est vrai qu'on sait qu'à la fois c'est un moyen de stocker du carbone et de le stocker durablement du coup dans le bâtiment. Et je sais que sur l'ensemble de la filière se pose la question en fait de la valeur de ce carbone et de comment en gros à la fois on peut lui donner une valeur et faire en sorte que justement ça contribue au développement de la filière. Donc je veux savoir si vous aviez travaillé sur cette question. Merci. Un tout petit peu, dans le sens où dans la stratégie justement du gouvernement, il y a une approche de l'utilisation du bois comme matériau de construction pour justement diminuer les émissions dans l'ensemble. Par contre, ce qu'on voit au niveau des forêts à l'heure actuelle, c'est plutôt un dépérissement des forêts, en partie à cause du réchauffement climatique, mais surtout à cause du manque de plantation, en fait, de la gestion des forêts qui doit être plus active. Et donc, en théorie, on peut en fait arriver à une stratégie qui utilise des matériaux de bois de construction et qui stocke plus de carbone dans les forêts. Mais à l'heure actuelle, on est plutôt dans un dispositif qui est hors équilibre. Il y a des discussions, par exemple, dans le cadre des assises de la forêt de l'année dernière, qui visent justement à renforcer la gestion de la forêt, mais il faut vraiment que ce travail se fasse en parallèle, sinon on fait des prélèvements qui ne sont pas remplacés par du bois, par des pousses neuves. Donc, effectivement, oui, c'est une solution positive, mais qui doit être gérée dans l'ensemble aussi dans un contexte de gestion de la forêt. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On vous souhaite une bonne fin de journée et merci pour cette audition très intéressante.